Nous sommes en direct. Bonsoir Clara, Bonsoir à tous. Bonsoir Valentin Narbonnet. bonsoir à toutes Je celles et suis tous. ravie de vous retrouver ce soir pour ce Before politique en compagnie de Valentin Narbonnet. Bonsoir Valentin. Bonsoir Clara, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent ce soir. Alors ce soir, on a de la chance de vous avoir pour cette interview. Alors on va commencer par la fameuse question, Valentin. Qui êtes-vous? Écoutez, je suis Valentin Narbonnet, j'ai 27 ans, je suis un Martiniquais en mobilité durable dans l'Hexagone, plus précisément à Colombes, où je suis depuis le mois de juin dernier maire adjoint, suite à l'élection du renouvellement de l'Assemblée municipale de la ville. D'accord, c'est une belle fonction. Oui, mais c'est avec une tâche qui est exaltante, vraiment. Exaltante. Pourquoi pas la Martinique? Mais c'est à Colombes que j'ai posé mon hamac de façon durable. Et donc, c'est à Colombes que j'ai décidé de, de m'investir associativement, de m'investir politiquement. Évidemment, la Martinique, c'est une de mes passions et je suis avec beaucoup d'attention ce qui se passe au pays. D'accord. Alors, on reviendra pour la fin. Euh, on va commencer par tout ce qui est actualité, Valentin. Que Mhm. pensez-vous de la gestion de cette crise par le gouvernement? Puisqu'aujourd'hui, on vit cette crise sanitaire, on est un peu, voilà, un peu parfois dans cette confusion. Que pensez-vous de la gestion de la crise par le gouvernement actuel? J'ai un avis plutôt critique sur la façon dont l'exécutif a géré, gère encore aujourd'hui cette crise. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a un an, presque un an jour pour jour, on nous expliquait de la voix de membres éminents de l'exécutif qu'il n'y avait absolument pratiquement aucune probabilité qu'on assiste à une vectorisation du virus de Wuhan vers l'Hexagone et encore moins peut-être vers les îles, nos territoires d'outre-mer. Bon, aujourd'hui, la situation est qu'elle est, et on voit bien que ces assertions ont été malheureusement démenties par la réalité. On doit aussi, dans le même temps, expliquer que le port du masque n'était pas, une fois qu'on s'est rendu compte que le virus arrivait bien vers nous et de façon durable, on nous a expliqué que le port du masque n'était pas de nature à limiter la propagation du virus. Et aujourd'hui, on voit bien que si on ne porte pas convenablement le masque sur son nez, on est pénalement réprimé. Donc voilà, aujourd'hui, on sait aussi que depuis la fin du mois de juillet, le conseil scientifique s'était très clairement exprimé, avait déjà annoncé cette deuxième vague de l'épidémie entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Donc, nous sommes en plein milieu de cette seconde vague. Et on voit encore que le gouvernement, depuis le mois de juillet, depuis la phase de déconfinement qui a été signifiée, n'a pas vraiment pris la mesure, enfin en tout cas ne s'est pas hissé à la hauteur des enjeux. Et puis, pour enfoncer le clou, il y a des mesures restrictives qui ont été prises à partir du 14 octobre. Puis ensuite, il y en a eu d'autres, d'abord avec la mise en place d'un couvre-feu, puis ensuite la mise en place d'un confinement, avec des mesures qui par moments sont contradictoires. On vous dit que les grandes surfaces peuvent rester ouvertes, mais que les commerces classés comme étant non essentiels, classés par qui? Par le gouvernement, ne peuvent pas ouvrir. Enfin, il y a tellement d'incohérences, tellement d'informations contradictoires. L'école continue, tant mieux. Mais à l'école, au sein des réfectoires, on sait pertinemment que le virus circule aussi. Enfin, il y a tellement d'incohérences dans la gestion de cette crise-là que oui, je porte un avis particulièrement critique sur la façon dont la crise a été préparée, anticipée, surtout eu égard aux alertes et aux préconisations qui ont été formulées depuis l'été par le Conseil scientifique. Vous pensez que le gouvernement a sous-estimé cette seconde vague? Je ne sais pas si c'est une question de sous-estimation, hein. Peut-être qu'on n'était pas forcément, on n'avait pas collectivement les moyens de répondre. Voilà, mais en tout cas, dans les faits et dans la façon dont les politiques publiques ont été mises en place, oui, il y a eu un manque d'anticipation. Je ne sais pas si c'est lié forcément, s'il y a forcément une corrélation entre cette réponse tardive
et l'analyse qui a été faite par le gouvernement. D'accord. Donc pour vous, mauvaise gestion, totalement, de la Et part du gouvernement. c'est un doux euphémisme. D'accord. Aujourd'hui, on constate que les commerces sont, non essentiels sont fermés. La réouverture est prévue normalement le 28 décembre, le 28 pardon, novembre. Est-ce que vous pensez qu'on doit réouvrir les commerces, non essentiels? Alors déjà, j'ai du mal avec cette classification essentiel, non essentiel. Tous les commerces sont essentiels. Euh, les commerçants aujourd'hui vivent une situation qui est particulière, hein. Il y en a qui ont dû, justement, par rapport aux mesures restrictives du gouvernement, baisser les rideaux, qui vivent des situations compliquées. C'est aussi la raison pour laquelle les autorités publiques, notamment en premier lieu, hein, les communes qui sont vraiment en première ligne, ont mis aussi en place des dispositifs pour accompagner les commerçants dont les rideaux étaient fermés, pour leur permettre d'écouler leur stock, leurs marchandises et d'avoir quand même une activité. euh, Notamment, je parle des restaurateurs, voilà. Mais pour revenir au sujet qui nous concerne sur, sur le déconfinement, oui, il est essentiel qu'on puisse apprendre à vivre avec le virus. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'endiguer cette épidémie qui frappe le monde entier. Il faut apprendre à vivre durablement avec ce virus. C'est triste à dire, voilà, mais il faut apprendre à vivre avec et donc forcément euh, trouver les voies et les moyens qui nous permettent de continuer à faire société, continuer à avoir une vie, enfin, à faire fonctionner la vie économique, à faire fonctionner la vie démocratique. Donc, vous voyez, il y a des scrutins qui vont se tenir, mais il va bien falloir que, là, ils vont certainement être reportés, mais il va falloir qu'ils se tiennent un jour, ces scrutins-là. Donc, tout le pan de la société aujourd'hui est un peu tributaire de, euh, de cette épidémie sanitaire. Mais oui, je pense que c'est une bonne chose que les commerces ainsi que la démocratie soient de nouveau déconfinés. Vous pensez qu'il existe un risque pour la démocratie? Parce que vous évoquez beaucoup, vous mettez en parallèle l'ouverture des commerces et la démocratie. Euh, Elle est en danger? Alors, je ne sais pas si la démocratie est en danger, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une urgence, c'est celle de euh, enfin, je reprends l'exemple de la première vague. Il y avait les élections municipales qui devaient se tenir au mois de mars. Le premier tour a eu lieu. Dès le lendemain, nous avons été confinés de façon générale pendant 3 mois. Euh, Nous avons su trouver ensuite le moyen de mettre en place des protocoles qui ont permis justement à cette vie démocratique de reprendre tous ses droits et donc de convoquer le second tour des élections municipales le 28 juin. Voilà, donc c'est ce à quoi je pense quand je dis qu'il faut absolument que la démocratie ne puisse pas en pâtir. Alors, je ne pense pas que la démocratie soit en danger au moment où je parle, puisque les institutions fonctionnent normalement. Elles ont en leur sein appliqué des protocoles sanitaires qui permettent une présence limitée des représentants au sein de l'institution concernée. Je parle du Parlement, je parle des institutions locales, les régions, les départements, les collectivités municipales. Voilà, donc non, la démocratie fonctionne. Mais en tout cas, je pense euh, il ne faut pas, comment dirais-je, que la crise sanitaire empêche les élections régionales, les élections départementales et territoriales pour certains territoires d'outre-mer d'être convoquées. D'accord. Donc, pour vous, maintien de cette vie démocratique, on reviendra aussi sur cette notion de vie démocratique. Est-ce que vous pensez que qui, qui décide? Le gouvernement ou le conseil scientifique? Le conseil scientifique, comme son nom l'indique, a un rôle de conseil. Il émet aussi des avis peut-être consultatifs, mais évidemment que les préconisations que le conseil scientifique mis en place par le gouvernement euh, doivent aussi être prises en considération. Évidemment que c'est le gouvernement qui décide. Le gouvernement a la légitimité. Il a été formé par le président de la République, élu au suffrage universel, élu démocratiquement. Donc voilà, donc le gouvernement, il ne s'agit pas ici de dénier l'autorité politique, l'autorité administrative du gouvernement.
Mais évidemment que lorsque euh, il y a des rapports, il y a des conseils, des préconisations qui sont formulées par le conseil scientifique, par les professionnels. Il faut aussi savoir à un moment aussi les prendre en considération. Vous êtes plutôt, dans ce cas, un peu plus santé publique qu'économie? Je suis obligé de répondre. Pardon? Je vous demandais si j'étais obligé de répondre. Non, mais non, je ne pense pas qu'il y a une dualité. Enfin, voilà, il faut savoir trouver le juste milieu. Le juste milieu selon vous, Mm. c'est possible actuellement? Je le crois. En tout cas, c'est le sens des préconisations qui sont portées par ma formation politique et dans lesquelles je m'inscris. D'accord. Pouvez-vous nous rappeler votre formation politique? Je suis membre du Parti socialiste. D'accord, merci. Est-ce que vous pensez que le gouvernement doit acter le déconfinement de la population en début décembre? Alors, j'avoue que je n'ai pas de. C'est pas tellement à moi de répondre à ça. Je vous avoue que je n'ai pas tellement d'avis là-dessus. Je vous ai dit ce que je pensais de la gestion du gouvernement et de la mauvaise gestion du gouvernement de cette crise, de la première vague, de la deuxième vague et de toutes les conséquences induites. Euh, Après, est-ce qu'on sera en capacité de ou pas bon, je vous avoue que je n'ai pas tous les éléments en ma possession me permettant de Mais répondre à cette question. pas de déconfinement pour vous. On reste confiné. Il faut maintenir la population en Bon, confinement. attention, je ne sais pas si vous avez vu les dernières assertions du Premier ministre. Hein, M. Castex ne parle plus de déconfinement, il parle de, comment dirais-je, d'allègement du confinement. Donc, vous voyez, la sémantique a vraiment son sens. Vous m'interrogez sur un déconfinement. Il semblerait qu'on ne se dirige plus vers un déconfinement, mais vers un allègement du confinement que nous connaissons actuellement. Oui, on évoque l'allègement. Donc, vous aussi, vous êtes d'accord avec cet allègement, un allègement? Je vous ai dit qu'il faut qu'on apprenne à vivre durablement avec ce virus-là. Et encore plus particulièrement dans nos territoires qui sont des territoires, les territoires d'outre-mer, qui sont des territoires au tissu économique déjà très, très fragile, avec un chômage de masse, avec une majorité de très, très, très petites entreprises. Voilà, donc on va très vite arriver dans une situation qui ne sera plus tenable dans cette D'accord. Une petite question. Vous êtes pour l'annulation de Noël ou pas? l'annulation de Noël. Oui, On annule de Noël? ça vous surprend? On ne sait jamais. On, on nous parle d'allègement, oui, mais on ne sait jamais. L'annulation, j'ai pas compris la question. Est-ce que vous serez, par exemple, pour, par exemple, si on demandait votre avis, Monsieur Valentin Narbonnet, est-ce que vous votez pour qu'on annule les fêtes de Noël? Vous savez, moi, je crois que on est le peuple de la Révolution française et que Révolution. de ce fait, on a vu, euh, euh, on a, on est, comment dirais-je, les dépositaires du fait révolutionnaire. Et donc, ça se voit dans l'attitude du peuple français. Lorsqu'on nous a dit confiné, on a eu du mal, port du masque, on a eu du mal. Enfin, vous voyez, lorsqu'on va nous dire après ce confinement-là, vous n'avez pas l'autorisation de fêter les fêtes de fin d'année auprès des vôtres, non, ça ne va pas le faire. Hein. Monsieur Narbonnet, vous êtes un révolutionnaire? Non, absolument pas. Pas? Non? Vous êtes Non, sûr? non. Mais alors, tout dépend de ce qu'on entend par révolutionnaire. Si on entend révolutionnaire par le sens, enfin, j'ai beaucoup trop de respect pour ce qui s'est passé en 1789 pour pouvoir m'inscrire, moi, avec les modestes petites actions que je peux mener à mon niveau, dans les pas euh, de cette histoire-là. Mais oui, enfin, en tout cas, si après on me demande si mon engagement. Enfin, non, j'arrive pas à faire la révolution. J'ai vraiment Vous un hésitez. prix pour Je ces sens que rapports. vous n'êtes pas un révolutionnaire, non? Mais tout dépend enfin, qu'est-ce que vous entendez par révolutionnaire? Non, monsieur, vous avez évoqué énormément le mot révolution. Donc, je me suis posé la question de savoir C'est si, au fond l'employé au de sens vous, propre du vous avez terme, envie au de sens faire cette révolution. tel que nous l'avons connu en 1789. D'accord, parce que en général, c'est Jean-Luc Mélenchon, si je ne me trompe pas, qui évoque énormément cette révolution euh, de Je la suis l'auteur France. de ces propos. Pardon? Je laisse l'auteur de ces propos. Vous êtes pas, vous ne validez pas mes propos, non?
Non, 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 je dis, je le laisse auteur de ses propos. Ah d'accord, Non. non, vous ne partagez pas les mêmes propos que lui. Alors on va enchaîner avec la loi sécurité globale qui a été adoptée en Assemblée, par l'Assemblée nationale. Que pensez-vous de cette Enfin, loi? il y a les textes, enfin, certaines dispositions ont été votées, enfin, il y a surtout le vote solennel. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a le vote solennel mardi à l'Assemblée nationale. Oui, et vous pensez quoi de ce projet de loi? Écoutez, moi, ce projet de loi, c'est un projet de loi qui a été déposé par un député de La République En Marche, M. Fauvergue, l'ancien chef du RAID. Il y a des dispositions qui sont très intéressantes dans ce texte de loi, notamment certaines qui permettent enfin la création d'une police municipale à Paris. Et puis il y en a d'autres qui, mais qui nous interpellent et Comme? qui en fait, comment dire, euh, On pense à la, en fait, on pense comme étant un la liberté de renoncement presse. à la façon, à la conception qu'on peut se faire d'un état de droit, des libertés individuelles et collectives que nous chérissons. Je pense notamment aux dispositions à partir de l'article 21, 22, 23, 24 et notamment à l'article 22 et à l'article 24. L'article 22 qui, lui, si je me souviens bien, permet de légaliser désormais l'utilisation massive de drones et donc des éléments d'identification et de traçage que les drones permettent. Et puis l'article 24 qui fait encore plus débat, qui lui pénalisera la diffusion d'images ou de vidéos de forces de l'ordre en intervention dès lors que cette diffusion portera atteinte à l'intégrité physique et psychique des fonctionnaires de police. Mais en plus, ce qui nous interroge, c'est qui appréciera l'impact psychique de ces fonctionnaires-là. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Enfin, je tiens quand même à rappeler que de nombreuses affaires qui ont, ces dernières années, très très récemment encore, défrayé la chronique, n'auraient pas été résolues si ces dispositions-là étaient déjà entrées en vigueur. Donc vous considérez qu'il ne faut pas protéger les policiers? Non, mais il faut qu'on m'explique comment on protège les policiers en faisant ça. Ça signifierait qu'au moment où on parle, les policiers ne sont pas protégés. Donc Moi, pour vous, ils j'ai n'ont le, pas besoin de cette loi, c'est une loi de trop. c'est une loi liberticide et j'ai un parti pris pour le respect de nos libertés individuelles et collectives, pour le respect de l'état de droit, pour des relations apaisées entre la population et les forces de l'ordre. Et je ne crois vraiment pas que renforcer euh, euh, de façon si dangereuse l'arsenal de surveillance euh, et de répression, de nos libertés individuelles et notamment en manifestation, soit de nature à créer un climat apaisé au sein de la société. On le voit, y compris des organisations internationales, de nombreuses associations pour la défense des droits de l'homme. Je ne parlerai même pas. Enfin, vous savez qu'hier, il y avait une grande manifestation qui s'est déroulée, qui s'est tenue au Trocadéro. Voilà, donc. Et puis en plus, pardon, le gouvernement avance masqué. Il avance même pas de façon franche. Il a engagé la procédure accélérée sur ce texte-là, en pleine crise sanitaire, en pleine angoisse sécuritaire et à un moment où la grande majorité de nos concitoyens vit euh, une crise sociale inédite. Voilà, donc, ce n'est, et, D'accord. et donc, ce que je veux aussi dire, c'est que, vous le savez pertinemment, en engageant la procédure accélérée, le gouvernement s'est exonéré de toute étude d'impact, comme l'y oblige la réforme de 2008 de la Constitution, et de tout avis, aussi consultatif soit-il, du Conseil d'État. Donc on ne sait même pas ce que pense la plus haute juridiction administrative du pays de cette loi qui est de nature, qu'on le veuille ou non, à restreindre nos libertés. Et moi, j'ai toujours eu peur du grignotage séquencé de nos libertés. Parce qu'on Ben, les grignote, mais on ne sait pas du tout
À quel moment on va nous les restituer? Et surtout, l'histoire récente de ce qui se passe en Europe devrait nous enseigner. Valentine Arbonnet, est-ce que vous pensez qu'on vit dans un régime autoritaire? Non, j'ai pas le sentiment. J'ai pas le sentiment et ce serait vraiment faire, offense et insulter, les citoyens qui évoluent dans ces régimes-là. On a la chance ici de pouvoir choisir nos représentants démocratiquement, de questionner, d'interroger nos idées, de les mettre en ébullition. On a la chance de pouvoir nous-mêmes se présenter aux élections, de défendre les convictions, les valeurs auxquelles on croit. Donc non, absolument pas, on n'est pas du tout dans un régime totalitaire. Non, non, pas du tout. Vous avez vu, le film, Hold Up? Absolument pas, non. Non? Vous n'avez pas envie de le voir? Mais écoutez, je crois que je devais être dans un igloo à ce moment-là parce que j'en ai pas entendu parler. Pas entendu parler Pas du du tout. documentaire Hold Up, Non, monsieur Narbonnet? non, je vous le dis en toute franchise. Je En devais être toute dans un franchise, personne dans votre entourage ne vous a parlé, du film, documentaire Hold Up, non? Je devrais en avoir honte. Ah non, pas du tout, c'est une question, je voulais juste avoir votre avis. Donc, pour vous, il n'existe pas, une volonté de la part des riches de détruire, ou de faire disparaître les plus pauvres, non? Vous savez, j'ai un engagement politique à gauche et très à gauche. Donc évidemment, cette théorie du ruissellement selon laquelle, en aidant davantage, les castes les plus aisées, il y aurait une sorte de redistribution automatique, systématique qui permettrait aux moins, lotis de pouvoir, bénéficier de ce ruissellement. Je n'y crois absolument pas, si c'est ça le sens de la question. Mais, non, je crois qu'il faut, enfin moi je ne vois pas du tout, euh, les choses comme étant une dualité en opposition, les riches contre les faibles, les puissants contre les moins puissants. Par contre, oui, j'ai fait le choix de mon engagement à gauche parce que je crois profondément que ce sont les idéaux de gauche et un humanisme clairement affiché qui vont nous permettre de développer, de transformer notre société, l'Europe, le monde, sans écraser l'individu. Donc, je crois profondément qu'il est possible de transformer notre société sans écraser l'individu. Parce que je sais pertinemment qu'il y a des mécanismes, notamment économiques et financiers, qui tendent à écraser l'individu. Ça existe, au nom de profit, pour faire du profit, pour se faire des dividendes, etc. Tout ça, ça existe. Mais je n'en fais pas de généralité. D'accord. Mm. Merci, Valentine Arbonnet. Donc, vous êtes Euh, bien espiègle. Pardon? Vous êtes bien espiègle. Ah non, pas du tout, pas du tout. Je Ah fais. non, c'était à prendre gentiment, c'était un Oh, compliment. ok, ok, merci, c'est gentil. On ne sait jamais. Des fois, je me fais attaquer. Mais, j'ai une question, C'est le but de l'exercice. mais bien sûr. Euh, Vous êtes un proche de Christiane Taubira. Est-ce que vous pensez qu'elle va se présenter au présidentiel de 2022, Valentine Arbonnet? Une exclusivité pour nous? Mais je pense que la meilleure personne qui peut vous répondre à cette question, c'est Christiane Taubira elle-même. Non, je n'ai pas. euh, Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que oui, je pense que, euh, compte tenu de son parcours, compte tenu de ce qu'elle représente au sein de notre famille politique, euh, une candidature de Christiane Taubira à la présidentielle et déjà peut-être même à la précédente avait tout son sens, oui. Vous, vous serez prêt à soutenir Christiane Taubira? Évidemment. Si Christiane Taubira se lance dans la bataille, évidemment que je serai à ses côtés. D'accord. Dernière question. Vous êtes plutôt Anne Hidalgo ou Christiane Taubira? On ne sait Alors, jamais. vous savez, moi, je suis membre du Parti socialiste, comme je vous l'ai dit. Les statuts de mon parti ont prévu des primaires au cours desquelles les citoyens, non pas seulement les membres du parti, mais les citoyens, l'ensemble des Françaises et des Français qui le veulent, peuvent participer. La dernière primaire en 2016, plus de 2 millions de Français y ont participé et ont plébiscité la candidature de Benoît Hamon. Et donc, je me plierai et j'ai été placé de façon privilégiée en tant que porte-parole de Benoît Hamon pour voir à quel point le non-respect de la parole donnée, donc le respect de l'autorité, de la légitimité démocratique insufflée par la primaire au vainqueur, pouvait induire. Et donc, je serai extrêmement respectueux des primaires et du résultat de ces primaires. Donc, vous êtes plutôt Anne Hidalgo face à Christiane Taubira. Vous êtes aussi respectueux des primaires. Si Anne c'est Hidalgo nous dit qu'elle se présente. Vous serez prêt à la soutenir face à Christiane Taubira. C'est bien ça? Moi, je vous dis qu'il y a un processus démocratique au sein du parti qui s'appelle les primaires.
Si les deux dames que vous venez de citer se présentent à la primaire, évidemment, je soutiendrai celles qui… parce que les primaires du Parti socialiste ne sont pas ouvertes qu'au Parti socialiste. Mais vous avez peut-être une préférence. Si Enfin, vous hésitez tant, ça veut dire que vous ne portez pas forcément Christiane Taubira vraiment dans votre top numéro 1. non, mais alors, non, moi, je n'ai jamais apprécié faire de la politique fiction. Donc, ça, c'est de la politique fiction. Anne Hidalgo n'a pas dit qu'elle était candidate. Elle a dit qu'elle est prête à prendre toute sa part dans cette… Vous hésitez quand même. On va quand même retenir que… Ah non, je ne suis pas dans l'hésitation. Ah non, je tiens à clarifier les votre cœur balance. Ce soir, votre cœur balance quand même. Donc, ah, je pense non, que je vais vous Christiane dire, sera ravie d'apprendre qu'entre les deux, votre cœur balance. Je vais vous dire très clairement, Vous essayez je dois énormément dans ma formation politique à Christiane Taubira. Donc, ça ne souffre pas de discussion. Simplement, aujourd'hui, Christiane Taubira n'est candidate à rien du tout. Anne Hidalgo n'est candidate à absolument rien du tout. Je vous rappelle le processus démocratique qui existe au sein de ma formation politique, qui permet à l'ensemble des citoyens de s'exprimer sur les candidatures qui se seront dévoilées à ce moment-là. Et donc, je serai respectueux de la personne qui respectera. Mais évidemment, s'il y a une candidature de Christiane Taubira, je vous l'ai dit, mais ça ne souffre pas de discussion. Évidemment que je soutiendrai la candidature de Christiane Taubira. Vous avez quand même hésité, M. Narbonnet. En tout cas, je vous remercie pour cette interview, pour ce premier épisode Before. Merci à vous de m'avoir invité, de m'avoir permis de m'exprimer. Et je souhaite vraiment à Clamaria TV tout le succès que cette chaîne mérite. Merci beaucoup. On enchaîne avec le débat. Alors, merci beaucoup et restez connectés. Alors, il y a eu des commentaires. On me dit que je suis taquine. Il y a Kamal Vassin qui posait une question. Je vous ai dit espiègle. C'est un synonyme de taquin. Et il y a Kamal Vassin qui avait envie de parler de la Corée du Sud. On verra pour la Corée du Sud un peu plus tard. Restez connectés en tout cas. On va enchaîner avec le débat. Les autres invités sont déjà là. Alors, restez connectés sur notre page. À tout à l'heure et merci encore, Valentin Narbonnet. Merci. Merci, avec plaisir.